Bonjour à tous, donc, on va commencer. Bienvenue, merci d'être sur cette session donc, Infrastructure BI Part 2. Pourquoi Part 2? Parce que l'année dernière, en fait, on avait fait la première partie sur tout ce qui était infrastructure, sur environnement analyse services, mais plutôt multidim, donc tout ce qui était UDM. Cette année, on va parcourir un peu les impacts du in-memory sur les infrastructures mutualisées, donc Microsoft BI. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi je suis Frédéric Gisbert, je suis architecte chez Microsoft Services, sur tout le périmètre Data Insight, donc ce qui recouvre les technologies SQL, BI, Big Data et Cloud for BI. Mathias Ekizian, consultant BI également dans l'équipe de Frédéric, orienté décisionnel, mais aussi IEM, MDM, bien sûr autour de SQL Server et d'Office. Donc on va passer juste sur un petit slide sur nos sponsors, donc merci à eux. C'est grâce à eux que l'événement est aujourd'hui annuel. Donc c'est bien de passer voir les petits stands aussi, voir ce qu'ils proposent. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un rapide, un petit résumé de ce que l'on va voir. Donc on va faire toute une partie sur SQL Server in-memory, donc plutôt Hekaton, donc le moteur in-memory d'SQL Server. On ne va pas rentrer dans le détail, on va par contre faire beaucoup de démos, parce que il y a une session qui se fait en parallèle avec M. Laporte, donc, qui va rentrer un peu plus dans le détail sur ce que c'est Hekaton. Je vous invite à aller voir après les slides et les enregistrements qui seront disponibles sur le site du GUS. Derrière, on va parler du Buffer Pool Extension, donc le BPE, ou comment on va pouvoir étendre la mémoire d'un serveur SQL en y adjoignant un disque SSD ou Fusion IO. Et le troisième partie sera sur tout ce qui est architecture BI in memory, donc plutôt moteur analyse services sur du tabulaire. Voilà. Donc on va essayer de couvrir ces trois pans sur 1 heure. C'est assez dense, donc il y a pas mal de slides. Il y a aussi beaucoup de démos, donc si on est en retard sur les démos, on passera rapidement sur les slides et vous verrez tout ça sur le site du GUS. Okay. Je vais redémarrer. Merci. Je vais commencer par parler un petit peu d'Hekaton. Donc Hekaton, qu'est-ce que c'est? Hekaton, c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive avec SQL Server 2014. Donc c'est globalement une session qui est très orientée SQL Server 2014. Donc Hekaton, en fait, ce sont les tables SQL Server in memory. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner en performance avec des tables montées en mémoire avec un minimum d'IO. Donc ça, c'est la première chose. Une structure très particulière. On n'est pas sur des pages de données comme on a l'habitude de le voir avec des biteries classiques. Deuxième chose, des procédures stockées, nouveau type de procédures stockées compilées en code machine pour avoir encore une meilleure performance par rapport à du TSQL interprété classiquement. Un point aussi qui permet de gagner en performance avec Hekaton, ce sont la gestion des verrous, des locks et des latches. Il faut savoir que dans une version SQL Server, dans des tables classiques, on a une notion de lock qui permet de protéger des lignes, des pages, des tables pour des verrous applicatifs, plus des latches qui sont liés à l'implémentation des SQL Server qui permettent aussi de protéger des pages de données en mémoire pour gérer les aspects transactionnels. Sur Hekaton, tout ceci n'est pas utilisé. On est vraiment sur des notions de snapshot en mémoire avec gestion des concurrences qui permet en fait d'aller bien au-delà de ce qu'il est possible de faire en termes de concurrence d'accès sur des tables classiques. Voilà. Donc, et n'oublions pas que Hekaton, c'est une fonctionnalité des SQL Server, ce n'est pas un produit à part. Ça s'administre de la même façon que n'importe quelle autre table en termes de développement. C'est transparent aussi pour les applications. D'accord. Et autre point aussi, Hekaton est supporté aussi avec Always On. Et on a également tout un nombre de DMV et d'X7 pour gérer Hekaton. J'aimerais juste faire un petit sondage. Parmi vous, qui a téléchargé en fait la CTP de SQL Server 2014 aujourd'hui? Une personne? Ok. Encore des progrès à faire là-dessus. Allez-y, donc voilà, on est en CTP2, donc Hekaton commence à être assez mature en CTP2. Je pense que vous pouvez commencer à le tester, elle est publique, donc c'est assez intéressant et les tests qu'on va pouvoir faire aujourd'hui sont facilement reproductibles. Il y a aussi un excellent blog sur la SQL 4, donc, qui fait pas mal de tests avec de l'Hekaton.
Il y a tout simplement une procédure qui est compilée avec un chargement dans une table, avec 1 million d'enregistrements par seconde. Donc ça se fait très bien, ça se fait rapidement. Les samples sont faciles à prendre en main. Donc allez-y, n'hésitez pas à faire des tests, histoire de voir ce que ça vaut aujourd'hui. On va commencer par une première démonstration donc, qui est orientée test de performance. Okay. Donc on va faire une comparaison de chargement dans une table de staging entre une table de staging avec des index bitry classiques. Donc on a 160, un peu plus de 160 fichiers qui vont se charger en parallèle. Et on va faire la même chose sur une table in-memory, donc avec de l'hécaton. Et on va voir la différence de performance entre les deux. Donc ça, c'est un cas réel d'utilisation. Ça va tourner sur nos 3 serveurs là. Et derrière, on a un disque SSD. Donc on va voir exactement le gain de performance en fait, entre les 2 solutions. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Donc voilà, donc là je me situe sur une VM, donc une VM en Windows 2012 R2 avec un SQL 14 CTP2. Donc en fait j'ai une base, ici une base DWH. Donc cette base DWH contient un certain nombre de tables, donc on est plutôt sur un datamart avec table de dimension, table de fait. J'ai des tables de dimension classiques sur disque et j'ai une partie en fait de mon DWH qui est sur de l'hécaton. Donc si je regarde les properties, les propriétés de ma base, je vois bien qu'au niveau du file group, j'ai tout en bas petit panneau qui montre le groupe de fichiers qui va être prévu en fait pour héberger la partie hécaton de ma base. Première chose. Au niveau du, ça donne bien la résolution, ouais. Au niveau du système de fichiers, je vois que dans la partie data, comme ceci, je retrouve bien ici les fichiers qui reviennent en fait, qui correspondent à mon groupe de fichiers hécaton. Première chose. Donc Frédéric vous a expliqué que le but du jeu en fait, ça va être de charger dans une table de staging des fichiers en fait, qui vont nous être remontés par des business units. Donc on s'imagine qu'on est dans une grande multinationale avec des entités un petit peu partout sur la planète. Chacun en fait, remonte, suivant les périodes budgétaires, ses fichiers. Donc chacun en fait, avec son propre système remonte ses fichiers CSV. Donc j'ai les business units qui apparaissent dans le nom du fichier. Donc j'ai des CSV à taille variable. Je vais juste en éditer un, vous voyez. Et donc, en fait, j'ai des codes produits, des codes métiers, le type de compte, etc., avec les valeurs. Et donc, en fait, pour vous montrer en fait, la puissance d'hécaton, on utilisera en fait, les tests de charge de Visual Studio pour simuler en fait, le maximum de chargement en parallèle de ces fichiers. D'accord ? Ça, c'est vraiment le but du jeu pour montrer que les notions de latch, de verrou, mais aussi de CPU, sont bien particulières avec hécaton. C'est exactement ça. En fait, on va lancer via Visual Studio Team Test donc, un load test. Sur les sources 67 fichiers, on va commencer par 10 fichiers et après on va incrémenter d'un fichier toutes les secondes. Donc on va rapidement arriver à une charge non négligeable et on va voir comment réagit la base sur une table de staging avec un index bitry et une table dans hécaton. Donc en fait, vous voyez au niveau de mes tables, vers le bas de la base, j'ai les tables de staging, j'ai une staging in memory et j'ai une staging disk. Je vais juste éditer la table pour bien voir la structure. Donc au niveau de la structure, je retrouve en fait une série de champs qui correspondent aux champs que je retrouve dans mon fichier, qui vont être chargés comme ceci en bulk insert. Et après, le but du jeu, ça va être de rajouter en fait, avec des updates from, au niveau d'une procédure stockée, aller mettre à jour en fait, les données dans la table de staging, en allant chercher les clés techniques qui viennent de mes tables de dimension, pour gérer comme ça en fait, des concurrences d'accès directement sur la table. D'accord ? Donc table hécaton, avec en fait, au niveau de ma table de staging, donc j'ai 2 index. J'ai un index sur la clé primaire de ma table, donc un champ data ID, qui est donc un hachage, plus en fait un index qui va pointer sur en fait, la business unit de ma table. D'accord ? Donc un index de type range et un index de type hachage. Au niveau de la procédure stockée, donc j'ai la table équivalente en staging disk. Au niveau du chargement, en fait, voilà, j'ai cette procédure stockée qui est la version in-memory. Les 2 procédures stockées sont identiques. Hein. C'est juste la table de destination qui change.
Je commence en fait par faire un bulk insert dans ma table de staging avec, en gérant l'aspect dynamique en fait, du fichier CSV que je vais charger, qui va être passé en paramètre à l'agent de test. Et dans un deuxième temps, je vais gérer comme ceci des updates directement sur la table. Et à la fin, je vais flaguer la fin de mon chargement pour dire c'est bon, cette business unit a été est chargée côté staging. D'accord ? Deuxième point aussi, juste avant pour vous montrer, donc j'ai un petit script comme ceci qui nous montre que ici ma table de staging in memory est bien vide. J'ai aucune business unit de charger. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans SQL Server 2014, j'ai des reports particuliers qui sont intégrés à Management Studio pour vous montrer en fait la consommation des tables in memory, donc spécifiques sur SQL, sur notre base de données. Donc pour l'instant, en fait, je vois juste ma table de staging qui prend aucune place et qu'une table in memory. J'ai une petite table de référence des business units qui elle prend très peu de volume. Voilà. Donc là, je vous ai montré la structure de la base. Et je vais passer à mon serveur de test. Voilà. Donc cette machine-là, sur laquelle Visual Studio 2012 est installé, je vais ouvrir ma solution de test. Voilà. Donc, OK. Donc au niveau de ma solution, je vais l'ouvrir, c'est la solution bulk load in memory. Voilà. Donc la bulk load in memory, en fait, le but du jeu, j'ai un test à passer, donc un bulk load in memory. Ce test, en fait, va se baser sur un petit script C#, tout simplement, en fait, qui va incrémenter les utilisateurs et qui va en fait appeler la procédure stockée load data in memory en passant en paramètre l'ID d'utilisateur qui correspond à une business unit. Et en termes de gestion de la charge, comme vous l'a expliqué Frédéric, au niveau de la gestion des steps, je vais démarrer en fait avec 2 utilisateurs et toutes les secondes en fait, je vais me rajouter 2 utilisateurs. Ce qui veut dire qu'en fait, quand bien même le premier chargement n'est pas terminé, j'ai des utilisateurs au fur et à mesure qui vont rajouter de la charge sur la mécanique. Okay. Donc on va démarrer le test tout de suite. On va vérifier que notre agent Alors, le temps que l'agent démarre, je vais juste rajouter un petit point aussi également sur un petit script. Au niveau de la gestion des tables hécatons, vous avez aussi ce qu'on appelle les memory clears, donc qui permet de voir un petit peu comment les différents composants de gestion de la mémoire fonctionnent avec SQL Server. Nous avons en fait des memory clears particuliers qui sont dédiés aux tables in-memory dans ma base, et je retrouve bien pour l'instant une consommation mémoire de page qui est relativement basse. Okay. Voilà, je reviens, refresh. Je me connecte. Ici, je suis sur mon agent de test, donc qui est enregistré pour fonctionner avec mon contrôleur de test. Donc, c'est bon. Fresh. Ouais, on va redémarrer. La machine n'était pas démarrée. Donc, en attendant, petit point aussi sur les scénarios qu'on peut utiliser en hécaton. Là, voilà les aléas des démos. En fait, on a 12 machines virtuelles qui sont sur les 3 serveurs. Donc forcément, il y a un peu de travail et un peu de latence. On fait des scénarios pendant que tu... Donc en fait, la démo est en 2 temps. Donc là, on va vous faire voir la montée en charge
D'accord. Et après, on a un Power Pivot qui va vous faire voir les résultats directement. Enfin, un Power Pivot. Oui, enfin, un fichier Excel qui est connecté directement sur la base, qui va vous faire voir les graphes. On les a préparés avant, donc ça, c'est dans un deuxième temps. Là, c'est juste au moins pour vous faire voir la montée en charge et voir la consommation CPU qu'on a sur les tables Hekaton, ce qui n'est pas négligeable. On verra, on reprendra les conclusions tout à l'heure, mais déjà, ce qu'on a, c'est une excellente capacité à gérer donc, tout ce qui est accès concurrent en écriture. On va le voir, ça c'est assez impressionnant. On n'a pas ou peu de contention sur tout ce qui est lock et latch. Et donc c'est ce qui fait en fait le gros avantage d'Hekaton par rapport à un moteur SQL Server normal. Et donc on a une ressource CPU qui devient un levier très important lors de la phase de montée en charge. On va le voir, à partir du moment où on commence à charger le serveur, le CPU monte très fort jusqu'à 100% pour avoir le maximum de puissance et insérer un maximum de données. Derrière, juste les contextes, avant qu'on repasse à la démo. Donc les contextes, c'est très simple, c'est tout ce qui est table de staging. À partir du moment où vous avez des tables, des chargements en parallèle, un fort chargement en parallèle, dans une table de staging, vous pouvez considérer Hekaton. Aussi les tables de fait, tout ce qui est avec saisie utilisateur, avec du data entry. Parce que du coup, vous allez diminuer la contention liée au lock applicatif. Et le troisième type, c'est tout ce qui est chargement continu. Donc là, c'est plus sur le Stream Insight. Donc à partir du moment où vous avez beaucoup d'insertions avec des données à fréquence très faible, donc là c'est pareil, Hekaton prend tout son sens. Donc on aura une démonstration Stream Insight en fin de journée, donc sur la BI temps réel. Et là, sur ces trois types de scénarios, ça prend vraiment son sens. On va revenir à la démo ? Yes. Voilà, donc mon agent de test est prêt. Load test est revenu, manage test controller. Donc en fait, ma charge va être répartie sur deux machines. La VM que vous voyez avec le Visual Studio est le contrôleur de test. Et derrière, j'ai mon agent qui lui en fait va simuler les utilisateurs. Je vais lancer tout de suite mon test, comme ceci. Voilà, in progress. Et donc en fait, ce qu'on va se rendre compte, je suis sur le système under test, c'est la machine SQL Server 2014 qui est testée. En fait, vous avez dans le completed test en haut les 167 tests à charger. En fait. Donc une fois que je serai arrivé à mes 167 tests, l'ensemble de mes fichiers auront été chargés. Donc ça démarre, une petite période de warm-up. Et en fait, on se rend compte très vite que la CPU monte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très rapidement, j'ai une excellente capacité de monter en charge. Je ne suis pas gêné par des verrous, des latches. Et du coup, en fait, très rapidement, le traitement monte en charge et j'ai un gain de traitement qui est très significatif par rapport à ce même type de chargement sur des tables classiques. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres freins avant d'être freiné par la CPU qui sont les locks, les latches ou les accès au niveau des disques. D'accord ? Voilà, donc mon test s'est bien passé. Ce que je voulais vous proposer, en fait, c'est de vous montrer j'avais préparé un Power Pivot pour vous montrer la différence en fait avec un chargement au niveau in-memory versus le même test sur disque. Je ne l'ai pas montré pour l'instant pour gagner un petit peu de temps, mais on va montrer tout de suite les résultats. Tu l'as là-bas ? Non, on va le... Alors juste pourquoi ces petites manipulations ? Parce qu'en fait, on a deux laptops sous Windows 8 et un sous Windows 8.1. On avait fait toutes les démos sur le 8.1, mais on n'a pas réussi à dupliquer sur le screen. Donc voilà, avec le 8.1. Merci Frédéric. Donc on va baisser un petit peu la résolution. Voilà, c'est parfait. Donc en fait, vous avez au niveau de ce Power Pivot, le tableau de bord est constitué de deux parties. Vous avez sur la partie gauche, en fait, une comparaison de deux traitements, donc c'est les mêmes. Le chargement in-memory, donc j'en ai fait un ce matin à 10h, 10h30 avec Frédéric, plus l'équivalent sur disque. Donc ce qu'on voit très bien en fait sur ce graphique-là, c'est la comparaison, en fait, le temps que va mettre chaque test pour arriver à ces 167 fichiers chargés. Donc ce qu'on remarque très bien déjà, c'est que entre la version in-memory et la version sur disque, il n'y a vraiment pas photo au niveau du temps de chargement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, sur la partie droite,
de notre tableau de bord, on va s'intéresser en fait au compteur de performance pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes ressources que sont la mémoire, que sont le disque et évidemment la CPU. Donc première chose évidente, si je vais m'intéresser à la partie écriture, sur disque, le disque F en fait contient les données de la table de staging. On voit bien que sur le test avec les tables sur disque, on a une écriture. Sur le test in-memory, je n'ai absolument aucune écriture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes en fait, de montée, en termes de mémoire, en termes de mémoire, si je regarde un petit peu ce qui se passe dans Buffer Manager, voilà. Donc typiquement au niveau des pages écrites en mémoire, on voit bien en fait que sur mon test en hécaton, je vais tout de suite travailler très en mémoire, hein. Je vais avoir tout de suite une montée des accès en mémoire pour écrire les pages au niveau de mon test, alors que forcément sur un test sur disque, je suis beaucoup plus réparti, sachant que le test sur disque va durer plus longtemps puisque je vais mettre plus de temps à charger mes 167 fichiers. Dernier point aussi important, au niveau des processeurs, au niveau des ressources CPU, ce qu'on peut remarquer également, c'est que je vais avoir en fait une montée en charge au niveau de mon processeur qui va être bien plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, processeur, voilà comme ceci, processor time. Voilà. Ce qu'on remarque au niveau du processeur, c'est que très vite, je monte au maximum de la puissance sur la partie in-memory, parce qu'en fait, plus aucun j'ai envie de dire verrou, que ce soit physique au niveau des disques ou au niveau applicatif avec les locks. Donc on a vraiment un gain avec un chargement type hécaton sur ce genre de problématique. Donc voilà, vraiment le plus important, c'est le graphique qui est en bas à gauche. Si tu peux juste remettre le graphique. Parce que là, c'est vraiment une comparaison à ressources identiques. D'accord ? On est sur des ressources identiques, sur la capacité d'hécaton à encaisser une charge en parallèle bien plus importante que le moteur SQL Server traditionnel. Et là, la seule différence entre ces deux courbes, c'est le moteur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très performant. Et du coup, si on re-switch sur les cas d'utilisation, donc on trouve bien tout ce qui est staging en parallèle. Donc à partir du moment où vous avez une force contingente sur une table de staging, pensez à hécaton. Tout ce qui est table d'entrée, si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui entrent des données sur des applicatifs que vous avez développés en web ou même au travers d'un add-in Excel en VSTO, pensez aussi à une table en hécaton. Et bien sûr, si vous faites du Stream Insight, si vous faites de la collecte en temps réel, pensez aussi à une table en hécaton. Voilà. Donc on va passer sur le deuxième volet de la présentation, qui est sur le Buffer Pool Extension. Donc on va vous faire une brève description de son fonctionnement, les cas d'usage, et après une démonstration comment ça se met en œuvre sur SQL Server 2014. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, comme vous le savez tous, une base de données, c'est d'abord des données sur disque. Les données sont stockées sur disque. Et effectivement, un accès à du disque, c'est quand même moins rapide qu'un accès en mémoire. Le système d'IO disque donne une latence plus importante qu'en mémoire. Et l'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur les ressources mémoire pour accéder plus vite à des pages qui sont préstockées en mémoire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vont intervenir deux composants qui sont importants sur SQL Server, qui sont le buffer manager et le buffer cache, qui vont servir en fait à garder en mémoire les pages de données les plus utilisées. Ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que lorsqu'on souhaite accéder à une page de données, le buffer manager va d'abord regarder si ces pages de données sont déjà en cache, et si ce n'est pas le cas, le buffer manager va aller chercher les données sur le disque. Et c'est vrai qu'avec une taille de buffer relativement basse, on va avoir besoin souvent d'aller chercher les données sur le disque. Une contention au niveau disque peut poser des problématiques type page IO latch qui peut avoir des effets sur les performances de l'application. Ça, c'est la première chose. Et l'idée en fait du buffer pool extension, c'est d'étendre les capacités de stockage de pages dans le buffer pour garder
plus longtemps, plus de pages en mémoire, réduire en fait les impacts sur les disques, réduire en fait les entrées sur leur disque et quelque part gagner en performance globale au niveau des applications. Voilà, donc ça c'est vraiment le point important. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le fait de rentrer, de sortir des pages qui peuvent être modifiées, ce sont aussi des I/O plutôt random, et des matériels type SSD Fusion I/O sont particulièrement optimisés pour ce type de I/O en mode random. Tout à fait, c'est ce qu'on met en avant sur ce slide. Donc on est passé sur le principe du BPE. Les bénéfices, donc on va avoir une amélioration des performances sur tout ce qui est requête OLTP. Donc on a dit aucun risque de perte de données, parce qu'aujourd'hui on ne stocke que les pages qui sont propres, et on a une grande facilité de mise en place, et on va le voir justement après avec les quelques scripts que l'on a à passer sur le moteur. Aussi, un grand intérêt du BPE, c'est pouvoir faire évoluer en scale-up des serveurs SQL qui aujourd'hui ne peuvent plus, sur lesquels on ne peut plus ajouter de mémoire, par exemple. Le fait d'y adjoindre, de monter de version en SQL 2014 et d'y adjoindre un SSD ou un disque Fusion I/O très performant va pouvoir justement donner encore plus de performance en scale-up à ce serveur. Okay. Donc les quelques lignes de code. Donc quelques lignes de code. Donc typiquement pour activer le BPE, c'est vraiment pas très compliqué. J'ai une ligne de code pour dire en fait à quel endroit je vais stocker mon fichier BPE sur quel disque. Première chose, je vais spécifier une taille aussi de mon BPE. Et je vais avoir une BMV qui va m'indiquer en fait quel est l'état d'activation de mon BPE. Est-ce que j'ai un BPE d'activé ou pas et quelle est sa taille. On peut aussi préciser que au niveau de la DMV du OS Buffer Descriptor, j'ai la possibilité de savoir le nombre de pages qui sont montées dans le buffer, et pour chacune de ces pages, savoir si je suis dans le buffer manager classique, j'ai envie de dire, versus le BPS, qui peut nous donner une idée en fait de la répartition entre les deux systèmes de buffer. On a quelques compteurs justement de performance qui permettent de voir un peu le nombre de pages écrites, lues, tout ce qui est allocation de pages, les pages libres, etc. Donc voilà, ça peut être utile, c'est bon à ramener dans un dashboard de monitoring afin de suivre tout ça. On va passer à une démonstration donc, qui va mettre en avant justement sur une VM avec un SQL Server qui est capé en mémoire, en lui adjoignant un disque BPE, comment va réagir le moteur et les performances qu'on va avoir. Merci. Voilà, donc en fait, je reviens sur mon instance SQL. Donc sur mon instance SQL, pour le moment, on peut voir que si je regarde la partie DMOS Buffer Description, voilà, mon buffer pool n'est pas encore activé. Donc ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu dans mon script, comme ceci, et je vais activer un fichier BPE de 4 Go sur mon disque F, comme ceci. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein, un script. J'exécute, mon buffer extension est activé, je le retrouve. Voilà, je vais vider un petit peu le cache ici également. Et je vais lancer mes pages. Donc là en fait, petit script juste pour voir le nombre de pages. Donc on voit bien que pour l'instant, je n'ai plus de données en cache. Je vais revenir sur ma solution. Alors juste pour préciser, en fait, sur la charge qu'on va générer, en fait, on a des rapports reporting services qui contient des données métiers, des données de retail, et en fait, c'est cette charge qui va être générée de manière en fait aléatoire. J'ai une petite assembly qui est capable d'aller prendre n'importe quel rapport sur reporting services, qui va faire une impersonnation d'un utilisateur et qui va générer derrière de la charge sur ma base de données SQL Server. D'accord ? Voilà. Donc je vais choisir mon test. Voilà, le buffer load test. Ceci. Voilà, et je vais lancer tout de suite mon test. Je vais vérifier que il est ready, c'est parfait. Je lance mon test. Run le test. Mon test va démarrer. Et en fait, on va voir très vite que les accès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on vous l'expliquait, en fait, on a une série de compteurs spécifiques au buffer pool extension qui vont nous permettre en fait de voir de quelle façon en fait est utilisé notre système de cache étendu. Et en fait, je vois que
très rapidement, vous allez le voir, le nombre de pages étendues va monter. Comme ça, vous voyez, ce petit compteur, c'est vraiment les extensions qui sont écrites au niveau du buffer, au niveau de mon mécanisme. Et en fait, j'ai une répartition intelligente entre les pages qui vont être montées dans le buffer et celles sur la partie étendue. Et ce qui est important de remarquer aussi, si je reviens sur ma requête qui va me permettre de me renvoyer en fait le nombre de pages mises dans le buffer, comme ceci, j'exécute. Voilà. Et on voit tout de suite, vous voyez, une répartition entre le nombre de pages côté buffer et côté buffer extension. D'accord ? Donc avec ce petit test de charge, j'ai comme ceci la possibilité de générer de la charge et voir comment réagit mon extension de buffer. Donc sur les conclusions, donc on a vu que le BPE est très simple à mettre en œuvre et à configurer, et même à monitorer. On a vraiment des compteurs qui sont là pour ça. C'est un excellent moyen de contourner justement les limites mémoire sur une configuration hardware actuelle. Donc bien sûr c'est à tester, c'est à bencher. Et je pense que c'est une bonne solution, il faut la considérer. Par contre voilà, le BPE peut générer un niveau très important d'IO, parce que forcément le disque devient votre mémoire pour SQL Server. Donc voilà, on est obligé d'aller vers un matériel qui est performant, donc du SSD d'entreprise ou du Fusion IO. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avec le BPE, quelque part, les pages de données qui ont été modifiées, qui ont été non modifiées, c'est ce qu'on appelle les pages clean, elles vont rester dans le BPE. Et du coup, toutes les mises à jour de ce qu'on appelle les dirty pages qui pourraient arriver à revenir sur le disque, quelque part, on va réduire en fait des accès au niveau du disque, puisque les pages propres, elles, vont rester sur le SSD. Et quelque part, c'est quoi l'intérêt? Un meilleur débit transactionnel et au final, des meilleures performances au niveau des applications. Sur les premiers bench qu'on a fait, en fait, bon, bien sûr, la sortie du produit nous dira, mais on a un ratio optimal qui est entre 4 à 8 fois la mémoire qui est allouée à SQL Server. Voilà. Il faut retenir à peu près cet ordre d'idée. Donc derrière, on va passer au troisième pan de la présentation, qui est sur tout ce qui est architecture BI in memory. Donc là, on a remis le slide qui présente un petit peu la BI Microsoft au sens large. Donc sur la couche du bas, vous avez tous les feeds. Deuxième couche, vous avez une couche d'intégration, on la connaît bien, Integration Services, où il y a aussi la couche Stream Insight. Donc on la verra plus dans le meeting de fin de journée. Après, vous avez toute une stack BI Semantic Model qui est sur la mise en place des modèles d'analyse, aussi bien multidimensionnels que in-memory. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à droite à tout ce qui est modèle tabulaire. Et en haut, toutes les façons de consommer ces modèles, donc les façons unifiées, Power View, Excel, du SharePoint, des dashboards web. Enfin, il y a pas mal de solutions pour les consommer. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est BI in-memory. Aujourd'hui, donc la version tabulaire d'Analysis Services, c'est la version in-memory. Elle est disponible depuis la version SQL 2012. D'accord. Donc voilà, on a un niveau de performance quand on est en mémoire qui est assez exceptionnel. C'est vrai qu'on a beaucoup de cubes aujourd'hui. Quand on les passe, des cubes assez simples, quand on les passe en version in-memory, on a un gain de performance qui est non négligeable. Et donc voilà. Et donc cette typologie de cubes in-memory a besoin d'un hardware assez spécifique et d'un dimensionnement de l'infrastructure qui n'est pas le même que celui sur une base traditionnelle avec stockage sur le disque. Donc on va essayer de faire le parallèle un petit peu avec ce qu'on avait fait l'année dernière et on va essayer d'avancer. Donc les ressources mémoire. Donc aujourd'hui, forcément, qui dit in-memory dit ressources mémoire suffisantes. Donc les environnements virtuels permettent d'ajuster la mémoire au maximum. Donc on n'est pas en train de dire que pour avoir qu'un environnement virtuel est le meilleur environnement pour faire du in-memory. Par contre, avec les nouvelles technologies de virtualisation, on peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire ou plus sur des VM, et ça c'est assez intéressant quand on est capable de les mettre à jour dynamiquement. Ce qui peut être intéressant par contre à souligner aussi au niveau de la virtualisation, c'est qu'on va pouvoir affecter les ressources mémoire qui sont nécessaires au niveau de nos instances. Et on sait qu'en fonction des projets, et on en parlera, le dimensionnement de la mémoire est quand même très important.
Donc effectivement, dimensionner correctement la mémoire sur le serveur, on y reviendra. Et puis un autre point aussi, c'est choisir un hardware mémoire qui soit quand même relativement performant. On parle de fréquence d'horloge. La vitesse du bus est quand même hyper important pour avoir une bonne vitesse de transmission des données de la mémoire vers le disque. C'est la première chose. Un petit point aussi sur le nombre de cœurs. C'est vrai que plus de cœurs vont générer plus de threads, donc plus de débit au niveau des accès mémoire. Par contre aussi, attention quand même à ne pas avoir trop de cœurs, de ne pas générer aussi un effet de saturation sur la mémoire dans certains cas. Voilà. Donc au niveau de l'estimation de la mémoire, on est plusieurs façons de faire. Une façon qui fonctionne plutôt bien, en fait, c'est de partir sur un jeu de données de démarrage du projet. Donc, jeux de données qui vont déjà être la version décompressée sur la base relationnelle. Regardez un petit peu ce que ça donne en termes de base de données relationnelle. Construire le cube tabulaire sur ce jeu de données. Et comme ceci, voir déjà un petit peu le ratio qu'on a entre le jeu de données sur la base relationnelle et son pendant sur le cube tabulaire in-memory. Donc ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, c'est l'estimation au sens large. Bon, aujourd'hui, l'estimation va dépendre essentiellement de la cardinalité de vos colonnes. Okay. Si vous avez des cubes avec des tables de faits, vous avez 100 millions d'enregistrements et que ces colonnes, les occurrences distinctes de ces colonnes sont de 10 occurrences, par exemple le pays, vous allez avoir un très fort taux de compression sur cette colonne. Par contre, si vous avez des numéros de facture, forcément votre taux de compression va chuter et vous allez gagner pas grand-chose. Donc aujourd'hui, une formule qui fonctionne assez bien, c'est de se dire qu'on a en moyenne un ratio de 10 sur le taux de compression. Donc on prend la table de données non compressée, on fait un ratio sur 10 et on multiplie par 2 parce que, à l'identique des cubes en multidim et en UDM, le cube a besoin de 2 fois plus de mémoire pour se calculer. Donc ce que l'on avait avant sur les disques, 2 fois plus d'espace, on le retrouve sur la mémoire. Okay. Donc si vous avez un cube de 16 Go en in-memory, il vous faudra 32 Go pour le calculer. Voilà. C'est bon, la consommation. Oui, puis oui, c'est vrai, il y a aussi la consommation en phase de charge. Donc là, vous l'avez dimensionné en termes de ce que vous connaissez comme données. Par contre, vous avez beaucoup de formules DAX aujourd'hui. Le DAX, c'est le langage qui est mis en avant dans tout ce qui est Power Pivot, Power View, afin de donner aux utilisateurs un peu plus d'autonomie sur le développement des indicateurs. On peut rapidement développer des indicateurs très simples avec du DAX. Quand ça devient un peu plus complexe, on a des formules DAX qui demandent beaucoup plus de ressources en termes de formula engine sur le server Analysis Services. On a des formules DAX qui font dériver la mémoire, je sais pas, de 2, 3, 4 gigas. Donc là, par contre, pour estimer ça, le meilleur moyen, c'est faire les benches. Et on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui d'estimer la charge d'une formule DAX sur votre moteur Analysis Services. Donc, prenez un petit environnement de bench, on bench unitairement et on extrapole. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les différents outils de requêtage, de reporting auto d'analyse services, que ce soit Reporting Services, Excel, PowerView, etc., n'ont pas tout à fait les mêmes patterns de requête. Ça, c'est la première chose. Comme l'a dit Frédéric, certaines fonctions type filter obligent à générer des tables supplémentaires de traitement pour envoyer les données. Donc ça, typiquement, ça va faire travailler le Formula Engine, donc ça peut avoir un coût. Et on parle aussi également au niveau de l'efficience du modèle de données. Ça encore, c'est quelque chose qui va rentrer en jeu au niveau de la tenue en charge et de la performance générale des requêtes. Voilà. Donc, préciser effectivement que sur la partie tabulaire, nous retrouvons des compteurs de performance et des settings qui sont particuliers au tabulaire, puisqu'on va parler en fait du Vertipack. Donc, le Vertipack, c'est quoi? C'est la partie stockage en fait du cube tabulaire qui va pouvoir être seté comme ceci, suivant ce qu'on veut faire. Et on a aussi également des settings particuliers pour gérer ou pas le fait d'avoir éventuellement à paginer les données sur le disque. Alors au niveau de la pagination, c'est vrai qu'on peut l'activer. Donc si vous avez un disque rapide, on peut bénéficier du disque rapide pour paginer. Par contre, ce n'est pas un best practice. Ça veut dire que si on pagine, ça veut dire que ou la configuration hardware n'est pas bonne. Donc ça peut être une option. Ou alors, on a des requêtes DAX ou des indicateurs DAX qui font exploser la mémoire et qui nous obligent à paginer. Donc il vaut mieux, à mon avis, chercher la source du problème avant d'activer tout de suite cette facilité de pagination sur disque, parce que là, on va se retrouver avec les problématiques du in-memory et les problématiques d'un hardware qui ralentit en fait le moteur in-memory.
Donc les ressources CPU, aujourd'hui on a exactement les mêmes problématiques que sur le moteur Analysis Services Multidim, donc en UDM. Le storage engine est multithreadé, forcément il va plus vite parce que le storage est maintenant in-memory, mais le moteur en lui-même derrière est le même en termes de thread. Et on a un Formula Engine qui reste monothreadé. Donc aujourd'hui on va toujours privilégier des processeurs à fréquence rapide et on va aussi essayer d'avoir un maximum de cœur pour justement essayer d'optimiser ce storage engine. Par contre, le fait de ne pas avoir autant de cœur que sur un serveur traditionnel, multidim traditionnel, sera moins pénalisant. Disons que le facteur processeur est dimensionnant, mais ce n'est pas le facteur à mieux dimensionner dans l'infrastructure Analysis Services tabulaire. Okay. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que lorsque vous, contrairement au multidim classique, où pour une même dimension, un même groupe de mesures, vous pouvez traiter en parallèle plusieurs partitions d'un même groupe de mesures pour gagner un temps de processus. L'architecture dite tabulaire in-memory s'appuie sur des segments donnés, ce qui fait que les partitions en fait, au niveau d'une table ne sont pas traitées en parallèle. Donc ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte dans le dimensionnement de votre CPU. Ça, c'est vraiment un point important. On fait souvent le parallèle entre les partitions en tabulaire et les partitions en multidim. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir, disons, en termes de process. Donc c'est vrai que vous allez pouvoir faire du delta et processer les partitions. Par contre, en termes de query, un partitionnement sur un cube tabulaire n'apporte rien. Donc c'est bon à savoir, ça n'apporte rien. Ça permet de gagner en temps de traitement, mais ça va pas améliorer les performances de requête. Voilà, donc un petit point aussi sur le nombre de sockets. On a référencé un white paper à la fin de cette slide où il y a justement, on traite du dimensionnement des architectures in-memory. Donc par rapport aux sockets et par rapport aussi au fait que effectivement privilégier de la CPU avec un haut niveau de cache niveau 2, donc ça c'est une bonne chose. Depuis le SP1 SQL Server 2012, Analysis Services en tabulaire tire encore mieux parti du cache niveau 2. Et par ailleurs, si on peut éviter de se retourner pour la partie tabulaire sur des architectures NUMA, c'est un plus. C'est très bien expliqué dans le white paper. Voilà. Au niveau des ressources disques, contrairement à la version multidimensionnelle où les I/O sont hyper importants, sur les tabulaires, c'est un petit peu plus particulier, puisqu'en fait, des I/O vont avoir lieu au moment où on va traiter le cube pour persister les données sur le disque, mais une fois en mémoire, en fait, les accès se font uniquement sur la mémoire et non pas sur le disque. Donc j'ai envie de dire, les ressources disques sont quand même moins importantes, moins critiques que sur une version multidim. Par contre aussi, comme l'expliquait Frédéric, attention quand même à bien dimensionner la mémoire pour éviter d'avoir à un moment ou à un autre des pics d'I/O qui pourraient être dus à une éventuelle pagination des données sur le disque. Donc on va passer à notre dernière démonstration qui est pour vous montrer un petit peu les propriétés de la haute disponibilité sur les cubes in-memory, les cubes tabulaires. On va voir qu'on peut faire exactement le même parallèle qu'avec les cubes au format multidim, donc au format UDM. On va vous faire une démonstration de basculement de cluster avec un utilisateur connecté sur un PowerView dans Excel pour voir l'impact que ça va avoir dans Excel ou pas. Et derrière, on va vous faire aussi une simulation de réplication en SAN, donc d'un DRP. C'est-à-dire, on a un cube tabulaire en local, on a le site local qui crash, les données sont transférées sur un site de DRP et sont remontées automatiquement. Voilà. Ok, c'est parti. Donc je vais commencer déjà pour vous montrer. Donc en fait, j'ai mes deux instances en fait, AS1, AS2 qui composent mon cluster. Donc je vois en fait que mon instance, mon cluster en fait tabulaire pour l'instant, le nœud propriétaire, le nœud actif et le serveur AS1. Donc si je vais sur mon serveur AS1, je vois très clairement en fait ici le disque partagé au niveau du SAN qui va basculer comme ceci d'un nœud vers un autre suivant le nœud actif au niveau du cluster. Et je retrouve dans mon disque la configuration, les sauvegardes, les datas de mon cube tabulaire, etc. Première chose. Deuxième chose, je vais aller sur un client. Donc on va considérer que cette machine est mon client. Donc en fait, j'ai un petit PowerView dans Excel qui pointe sur mon cube. Et j'ai laissé en fait tourner
un ping en fait, donc 10.10.50 qui est en fait l'adresse IP de mon cluster. Je vais déconnecter le premier serveur. On va avoir la bascule vers le deuxième nœud de mon cluster. On va avoir un tout petit temps d'arrêt au niveau de mon ping et on verra derrière que je vais pouvoir rafraîchir mon PowerView sans aucun souci. Donc je vais revenir ici. Ma VM est ici. Hop. Voilà. Donc j'arrête ma VM comme ceci. Donc le nœud 1 va s'arrêter tout de suite. Donc je vais avoir un petit temps d'arrêt au niveau du ping de ma machine. Voilà, on voit que ça ne répond plus, on voit que ça a repris. Vous voyez, là j'ai eu un petit temps d'arrêt, ça a été le temps de basculer mon instance. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est je reviens sur le deuxième nœud. On voit que tout à l'heure j'étais sur le nœud AS1 qui était le nœud actif. Mon serveur a basculé, je suis sur le deuxième nœud. Et si on regarde côté ressources disque, on voit en fait que ma machine, le deuxième nœud, a récupéré le disque BISM lettre W pour en fait pouvoir monter les données du cube tabulaire du disque vers la structure in-memory. Deuxième chose, je reviens sur mon dashboard, je vais changer d'année. Je n'ai pas été déconnecté, j'aurai une petite latence courte pour récupérer les données. Et ça y est, ma requête, cette fois-ci, bascule sur le deuxième nœud. Et je peux à nouveau aller chercher mes données. Mon premier nœud a été coupé, j'ai mes données qui restent sur mon dashboard. D'accord ? Donc, deuxième partie de la démonstration, donc je suis sur une troisième machine, le PRA, où en fait cette fois-ci, vous voyez bien, pour l'instant j'ai aucune donnée sur mon instance. Le but du jeu en fait, comme le disait Frédéric, c'est de simuler quelque part une réplication de SAN. Donc en fait ce que je vais faire, j'ai un petit fichier PowerShell, et je vais lancer. Ce fichier PowerShell fait quoi ? Il récupère avec un robocopie les données qui sont sur le disque partagé, le SAN, pour simuler cette réplication, parce que je n'ai pas de SAN répliqué sur ma VM. D'ailleurs, va monter en fait ces fichiers de données sur l'instance, et je vais comme ça pouvoir tout de suite naviguer directement sur mon cube de PRA, sur mon instance de PRA. Voilà, donc on a pris une vingtaine de secondes pour copier les données. Le PowerShell va monter en fait les CMDLET spécifiques à Analysis Services. D'ailleurs, j'ai un petit bout de XMLA qui montre les données sur l'instance. Et derrière, je vais pouvoir vous montrer que dans Management Studio, j'ai mon cube, voilà, j'ai mon cube tabulaire qui est disponible sur mon instance de PRA. Refresh, comme ceci. Voilà, et j'ai ma base qui est disponible pour le requêtage. Voilà, donc c'était la démonstration sur le dispo local et le DRP. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc sur les conclusions, donc Analysis Services en mode tabulaire est compatible donc avec tout ce qui est clustering, réplication. On voit que on a toutes les fonctionnalités de la haute disponibilité d'un Analysis Services en mode UDM sur un mode tabulaire. D'accord ? Donc en phase de bascule, on a un haut niveau d'IO qui accélère forcément la remise en service. Et il est possible, c'est ce qu'on a vu, de mettre en œuvre un plan de PRA basé sur la réplication des données. Derrière, on vous a mis quelques références. Donc le premier, c'est le Product Guide sur le SQL Server 2014 en CTP2. Donc ça, je pense que c'est à lire, c'est pas mal. Le Buffer Pool Extension aussi. Et le Hardware Sizing sur une solution tabulaire. Donc ça, c'est un white paper qui est très bien fait et que je vous encourage à lire. Je voulais aussi préciser que par rapport au SQL 2014 CTP2, le Product Guide est vraiment bien constitué, puisqu'en fait on a une partie qui est plutôt au LTP qui met l'accent sur le in-memory avec des sites très clairs et puis un white paper qui complète bien les explications. Une partie plutôt BI aussi,
performance, cube, etc. Et une partie aussi très tendance qui est le cloud hybride, hein, puisque vous savez que SQL 2014 est aussi un produit très orienté cloud, d'accord. Et il y a toute une partie, un white paper et des slides qui expliquent bien ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du 2014 avec Windows Azure. Le slide suivant, c'est voilà, on a nos partenaires. On fait aussi un peu de pub pour le blog SQL Server en France, d'accord. Donc depuis déjà 6 mois, on est en train de faire en fait des posts toutes les semaines. Nos Microsoft Services, les équipes SQL BI font un post par semaine. Donc voilà, je vous ai mis dessus aussi le flux RSS. Donc vous retrouvez plein d'informations sur Stream Insight, sur les best practices SSIS, sur la haute disponibilité Always On. Enfin voilà, il y a, toutes les semaines, vous avez un post qui est fait. Et donc c'est assez intéressant à lire et à relayer aussi. C'est pas mal. Est-ce qu'on est connecté au net? T'es connecté au net là? Hop là. Ouais, on va le faire en parallèle. Voilà, c'était le dernier slide. Un grand merci aux Gus aussi, parce que c'est eux qui organisent l'événement. Donc a priori ça se passe bien, c'est super bien organisé. Donc voilà, merci à eux. Voilà. Et c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, on répondra.